Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes amis. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer théoriquement et expérimentalement le troisième travail pratique de type physique 1, qui est la chute libre des objets. Le travail pratique de la chute libre est imparti dans une série de vidéos qui comporte une introduction aux travaux pratiques et aussi le type de pendule élastique verticale, le pendule simple et le pendule de torsion. Commençons par les objectifs de ce travail pratique. Le premier objectif est l'étude et l'analyse de mouvement des objets pendant la chute sur l'action de la pesanteur. Le deuxième objectif, c'est l'application de la deuxième loi de Newton pour déterminer la valeur de la pesanteur G. Le troisième objectif est l'évaluation du coefficient de frottement entre l'air et l'objet en chute avec résistance de l'air. Pour réaliser ces objectifs, on dispose dans notre laboratoire pédagogique des moyens expérimentaux suivants. Premièrement, un chronomètre électronique. Deuxièmement, un mécanisme de relâchement de la baie et de déclenchement de chronomètre. Troisièmement, une plaque de frappe ou bien un mécanisme d'arrêt de chronomètre. Le quatrième dispositif est une balle de ping-pong de masse M égale 7 grammes et de diamètre D égale 39,2 mm. Aussi, 2 baies en acier de masse M égale 7 et 17 grammes et de diamètre D égale 12 et 16 mm, respectivement. Une règle en bois de longueur égale 1 mètre, une tige de 1 mètre de longueur et enfin une cheville de support. Pour le bon déroulement de ce travail expérimental, il y a quelques conseils et directives à donner. La première directive, il faut préparer à l'avance la partie théorique et la maîtriser avant d'entamer la partie expérimentale. La deuxième directive, il faut bien réviser et comprendre le type numéro 1, qui est une introduction aux travaux pratiques. Le lien de type numéro 1 est disponible dans la description en bas de cette vidéo. Pour la troisième directive, il est indispensable de se familiariser avec l'application MathPhysics, qui est une application créée par nous-mêmes et qui sert à faciliter la tâche de calcul, l'affichage et le traitement des résultats obtenus expérimentalement. La quatrième directive, c'est de présenter les résultats numériques et graphiques et la conclusion au moyen de l'application MathPhysics. La cinquième directive, il faut assurer une bonne connexion entre la baie et le mécanisme de relâchement. En effet, les baies en acier sont plaquées et doivent rester parfaitement propres. Et la dernière directive, c'est d'accomplir la manipulation, l'affichage des résultats et la rédaction de la conclusion avant de quitter le laboratoire. Maintenant, on explique la théorie de la chute libre des objets. Par définition, la chute libre est le mouvement d'un corps qui n'est soumis qu'à son propre poids, sur l'action de la pesanteur, c'est-à-dire les autres forces qui s'appliquent sur lui sont négligeables. Cette animation montre la chute libre d'une bille métallique. Pour le cas où l'on considère la résistance de l'air, on ne parle pas de la chute libre, mais on parle de la chute avec résistance de l'air. La figure ci-contre montre un corps de masse M en train de tomber sous l'action de la gravité terrestre, G. Lorsque la vitesse du corps augmente, la force opposée F de R, due à la résistance de l'air, augmente aussi. Alors, on suppose souvent que la force de la résistance de l'air, F de R, est proportionnelle à la vitesse de corps, V, tel que F de R égale une constante K fois le vecteur de vitesse. K est une constante de frottement entre l'air et le corps, mesurée en kg par seconde. Elle dépend de la section du corps, de sa forme et de son état de surface.
ainsi que de la densité de milieu. Pour notre cas, notre milieu est l'air. On commence par l'étude théorique de la chute sans résistance de l'air. Nous supposons tout d'abord que K égale à 0, c'est-à-dire que la force de résistance de l'air est insignifiante. Et on évoque la deuxième loi de Newton pour décrire le mouvement de l'objet M. La somme des forces appliquées sur l'objet égale la masse M fois l'accélération gamma. Et la seule force appliquée sur l'objet en chute libre est son propre poids P. Alors, P égale M fois gamma, c'est-à-dire M fois G égale M fois gamma. Et on obtient à la fin une équation différentielle ordinaire de deuxième ordre quand on remplace l'accélération gamma par la deuxième dérivée de y, c'est-à-dire la deuxième dérivée de y par rapport au temps, moins g égale à 0. La solution de cette équation est y égale 1 demi g t au carré plus v0 fois t plus y0, tel que v0 et y0 sont la vitesse et la position initiale de l'objet. Pour le cas où le corps est initialement laissé tomber de l'origine de repère à une vitesse nulle, on obtient l'équation suivante. Y de t égale 1 demi g fois t au carré. Dorénavant, cette dernière équation est nommée l'équation étoile. On discute maintenant l'étude théorique de la chute avec résistance de l'air. Pour les corps ayant une faible densité, tels que la balle de ping-pong, la résistance de l'air au mouvement devient significative. C'est-à-dire, il n'est plus possible de fixer K égale à 0. Dans ce cas, l'équation de mouvement devient la somme des forces appliquées sur l'objet égale le poids P moins la résistance Fr et égale la masse de l'objet M fois l'accélération gamma. On remplace la force Fr par K fois V, c'est-à-dire le coefficient de frottement fois la vitesse de la chute, et on remplace aussi le poids P par le produit de la masse M et la pesanteur G. Et quand on remplace la vitesse par la première dérivée de la position et l'accélération par la deuxième dérivée par rapport au temps, on obtient cette équation différentielle de deuxième ordre, dont la solution pour V0 égale 0 et Y0 égale 0 est la suivante. Cette équation dont la position instantanée Y, en fonction de la pesanteur G, la masse M, le coefficient de frottement K, et aussi le temps de la chute T. Dorénavant, cette dernière équation est nommée l'équation 2 étoiles. Par ailleurs, si on connaît la valeur de K, il est possible de calculer la vitesse limite pour un corps en chute avec résistance de l'air. La vitesse limite est atteinte quand la force de frottement équilibre le poids de l'objet, c'est-à-dire pas d'accélération, ce qui veut dire que m fois g moins k fois la vitesse limite égale 0, ce qui donne la vitesse limite égale m fois g divisé par k. Maintenant, le moment pour passer aux procédures expérimentales est venu, et on commence par la chute libre où la résistance de l'air au mouvement est négligeable. En effet, pour accomplir l'expérience, il faut effectuer les étapes suivantes. Premièrement, mettre la petite baie en contact avec la plaque de relâchement. Elle restera y attachée grâce à un champ magnétique. Deuxièmement, mettre la règle en position verticale pour mesurer la hauteur Y que la baie va parcourir avant d'atteindre la plaque de frappe. Troisièmement, glisser la plaque de relâchement sur la tige verticale pour faire fixer la hauteur Y. Quatrièmement, après avoir mis le chronomètre sous tension, appuyez sur le bouton de relâchement et rapportez la durée de la chute enregistrée par le chronomètre dans le tableau suivant. Ces dernières étapes peuvent être bien détaillées par cette animation. On fixe la baie, on met la règle en position verticale, on fixe la hauteur Y à la valeur choisie, on remet le compteur à 0,
et on appuie sur le bouton de relâchement. Comme le montre cette animation, le temps de la chute est tellement court que le chronomètre électronique possède une précision dépassant le millième de seconde. Et c'est pour cette raison, on préfère répéter chaque expérience 3 fois. Alors, pour remplir le tableau, on revient à l'animation pour montrer et compléter l'expérience. On commence par la hauteur y égale 0,2 mètres. Le temps de la chute pour la première expérience égale 206,49 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 207,06 millisecondes. Et la troisième expérience donne T égale 206,89 millisecondes. On passe à la hauteur Y égale 0,3 mètres. La première expérience, T égale 249,77 millisecondes. Pour la deuxième expérience, T égale 251,27 millisecondes. Pour la troisième expérience, le temps de la chute égale 251,39 millisecondes. Maintenant, Y égale 0,4 mètres. La première expérience donne T égale 288,31 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 287,28 millisecondes. La troisième expérience, T égale 288,42 millisecondes. Et on passe à Y égale 0,5 mètres. La première expérience donne T égale 320,18 millisecondes. La deuxième expérience donne T égale 320,05 millisecondes. Et la troisième expérience donne T égale 320,54 millisecondes. Maintenant, Y égale 0,6 mètres. La première expérience, T égale 350,67 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 352,30 millisecondes. La troisième expérience, T égale 349,91 millisecondes. Maintenant, c'est le rôle de Y égale 0,7 mètres. La première expérience, T égale 380,81 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 381,80 millisecondes. Et la troisième expérience, T égale 380,77 millisecondes. On fixe maintenant la dernière valeur de Y qui égale 0,8 mètres.
Le temps de la chute pour la première expérience, t égale 403,45 millisecondes. La deuxième expérience donne t égale 403,69 millisecondes. Et la dernière expérience donne t égale 403,42 millisecondes. Et pour les incertitudes absolues sur la hauteur et sur le temps, on accepte une incertitude delta y égale 3 mm et delta t égale 3 millisecondes. Puis, on calcule le temps moyen de la chute t pour chaque valeur de y. Et on calcule aussi t au carré. Et pour l'incertitude sur t au carré, on utilise la théorie de répercussion des incertitudes, expliquée dans le type numéro 1. Et on obtient delta t au carré égale 2t fois delta t. On reste toujours dans le cadre de la chute avec résistance de l'air minimale. Et on explique le travail demandé après l'expérience et le remplissage du tableau. Le premier travail est l'utilisation de l'application MedPhysics pour représenter graphiquement le nuage du point TI au carré YI, en précisant les rectangles d'incertitude. Deuxièmement, tracer la courbe Y en fonction de T au carré par la méthode graphique. Cette méthode est bien détaillée dans le Tipeee numéro 1. Troisièmement, sur l'interface de l'application, vérifiez l'expression de l'accélération de la pesanteur G pour la calculer. L'équation étoile montre que Y varie linéairement en fonction de T au carré, par une droite passant par l'origine, et dont la pente égale 1/2 G. Le quatrième travail, sur l'interface de l'application, vérifiez l'expression de l'incertitude absolue delta G pour la calculer. Pour la vérification de l'expression de delta G, il est indispensable de consulter le Tipeee numéro 1. Le cinquième travail demandé, écrire le résultat sous la forme G égale une quantité plus ou moins une autre quantité. Avant de répondre à ces questions, on préfère accomplir l'expérience de la chute avec résistance de l'air. Et après, on passe à l'application pour faire les calculs de la chute avec et sans résistance de l'air à la fois. Alors, on commence l'étude expérimentale de la chute avec résistance de l'air. On cherche à déterminer expérimentalement le coefficient de frottement K à l'aide de l'équation 2 étoiles, donnant la hauteur Y en fonction de la masse M, la durée de la chute T, l'accélération de la pesanteur G et le coefficient de frottement K. Alors, la grande baie en acier et la balle de ping-pong doivent être entrées en jeu. Pour cela, et en suivant les mêmes procédures précédentes, il est demandé d'étudier la chute de la petite baie en acier, de la grande baie en acier et de la balle de ping-pong pour deux valeurs de la hauteur Y et compléter le tableau suivant. Alors, cette animation va nous guider pour compléter l'expérience. On commence par Y égale 1 mètre. On attache la petite baie en acier et on calcule le temps de la chute. La première expérience donne T égale 348,21 millisecondes. La deuxième expérience donne T égale 438,45 millisecondes. Et la troisième expérience donne T égale 439,58 millisecondes. Maintenant, on place la grande baie en acier. Et on commence l'expérience. Pour Y égale 1 mètre. La première expérience donne Y égale 438,96 millisecondes. La deuxième expérience donne T égale 438,72 millisecondes. La troisième expérience donne
T égale 438,42 millisecondes. Maintenant, c'est le rôle de la balle de ping-pong pour Y égale 1 mètre. La première expérience donne T égale 448,90 millisecondes. La deuxième expérience donne T égale 449,11 millisecondes. Et la dernière expérience pour Y égale 1 mètre, T égale 449,82 millisecondes. Maintenant, on passe à Y égale 2 mètres. On commence par la petite baie en acier. La première expérience donne T égale 636,36 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 635,59 millisecondes. La troisième expérience, T égale 635,48 millisecondes. On place maintenant la grande baie en acier. Pour Y égale 2 mètres. La première expérience donne T égale 635,87 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 635,57 millisecondes. La troisième expérience, T égale 635,90 millisecondes. Maintenant, c'est le rôle de la balle de ping-pong. Pour la hauteur Y égale 2 mètres. La première expérience, T égale 650,99 millisecondes. La deuxième expérience, T égale 648,43 millisecondes. Et la dernière expérience pour Y égale 2 mètres, T égale 649,43 millisecondes. Maintenant, on passe au calcul de T moyen, qui égale T1 plus T2 plus T3 divisé par 3. Pour le calcul de K, il faut utiliser l'application MathPhysique. Pour calculer le coefficient de frottement K, il faut faire le travail demandé suivant. Premièrement, à l'aide de l'application MathPhysique, dans laquelle l'équation 2 étoiles est intégrée, tracez pour les CK les 6 courbes de Y en fonction de K. L'intervalle de coefficient de frottement K varie de 10 à la puissance moins 7 jusqu'à 1 kg par seconde. Prendre la valeur de G calculée dans l'étape précédente et tirer de ce tableau les valeurs de M et de T pour chaque K. Deuxièmement, sur chaque courbe, localiser la valeur de Y et faire la projection pour déterminer la valeur de K correspondante. Troisièmement, rapporter pour chaque K la valeur de coefficient de frottement dans le tableau. Bien sûr, un bon travail pratique doit être clôturé par une bonne conclusion. Alors, les 5 questions suivantes qui sont à répondre ne sont que pour vous guider à écrire une bonne conclusion. Et maintenant, on passe à l'application MathPhysique, qui est la dernière étape dans cette présentation. Là voilà l'icône de l'application MathPhysique.
on doit cliquer pour pouvoir l'ouvrir. Puis, on clique sur le bouton Chute libre pour ouvrir la fenêtre principale. Voici la fenêtre principale qui contient deux panneaux. Le premier pour l'étude de l'accélération de la pesanteur. Le deuxième panneau est consacré à l'étude du coefficient de frottement K. On commence par l'étude de l'accélération de la pesanteur G. Le voilà le tableau numéro 1. Y varie entre 0,2 jusqu'à 0,8 mètres. Et on commence par remplir le tableau. Et on clique sur le bouton Calculer T et T au carré. Voilà, T est calculé et aussi T au carré. Maintenant, on va introduire les incertitudes absolues pour Y et pour le temps. Et on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de T au carré. Et on obtient cette deuxième fenêtre dans laquelle on va afficher tous les résultats et faire tous les calculs. Voilà le nuage de points Y en fonction de T au carré. Commence par tracer la ligne dont la pente est minimale. Certainement, la ligne doit être centrée pour qu'elle passe par l'origine et aussi elle doit passer par le maximum des rectangles d'incertitude. On trace maintenant la ligne dont la pente est maximale et elle doit être aussi centrée et passe par le maximum des rectangles d'incertitude. Maintenant, on va tracer la ligne intermédiaire qui passe par le centre, dont la couleur est verte, et qui doit passer au milieu des deux lignes, de la pente minimale et maximale. Maintenant, on va localiser les points 1 et 2 de la ligne intermédiaire. Voilà les coordonnées de point 1 et les coordonnées de point 2. Maintenant, on passe au calcul de l'accélération de la pesanteur G. On va introduire les données. Et on clique sur le bouton Calculer G. Voilà, G est calculé égale 9,77 mètres par seconde de carré. G est calculé en utilisant cette expression. Pour vérifier l'expression, il faut consulter l'équation étoile et aussi le TP numéro 1. Maintenant, on calcule delta G en utilisant cette expression qui est détaillée dans le TP numéro 1. Maintenant, on va localiser le point 2 de la ligne de la pente minimale et le point 2 de la ligne de la pente maximale. Voilà point 2 max et point 2 min. Et on va introduire les coordonnées dans ce cadre qui est destiné au calcul de delta G. Point 2 max, point 2 min. Et on introduit les coordonnées. Puis on clique sur le bouton Calculer delta G. Voilà, l'incertitude absolue delta G égale 0,219 mètres par seconde de carré. Alors, on va écrire delta G avec un seul chiffre significatif, 0,3. Donc, G égale 9,78 mètres par seconde de carré. Enfin, G égale 9,78 plus ou moins 0,3 mètres par seconde de carré. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour le calcul de G.
On passe au calcul du coefficient de frottement K. On commence par Y égale 1 mètre. Voilà le tableau pour Y égale 1 mètre et on passe directement à l'introduction des données. Puis on appuie sur le bouton Calculer T. Voilà, T est calculé. Pour la baie en acier, la baie en cuivre et la balle de ping-pong. Voilà, l'équation 2 étoiles est intégrée. Nous allons l'utiliser pour tracer Y en fonction de K. On fixe G à la valeur 9,78 et on commence par la petite baie en acier. M égale 7 grammes et T égale 0,4387 secondes. Puis on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Voilà, la première courbe est tracée dans le repère Y en fonction de K, tel que K varie entre 10 à la puissance moins 7 jusqu'à 1. Donc Y en fonction de K. La courbe ne traverse pas la ligne horizontale de 1 mètre. Automatiquement, pour la petite baie on a C, K égale à 0 kg par seconde. Puis, on passe au cas de la grande baie en acier, dont la masse M égale 17 grammes et le temps de la chute T égale 0,4387 secondes. Puis, on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Voilà la deuxième courbe. Et elle aussi, elle ne traverse pas la ligne de 1 mètre. Donc, automatiquement, K égale 0,00 kg par seconde. Maintenant, on passe à la balle de ping-pong. M égale 7 grammes et T égale 4493 secondes. Et on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Et on obtient la troisième courbe, qui elle aussi ne traverse pas la ligne de 1 mètre, mais elle est plus proche par rapport aux deux premières courbes. À la fin, ça donne K égale 0 kg par seconde. Voilà, le calcul du coefficient de frottement pour Y égale 1 mètre est terminé. Et on passe à Y égale 2 mètres. Et on commence par réintroduire les données expérimentales. Et on clique sur le bouton Calculer T pour calculer le temps de la chute. On commence de la petite baie en acier, dont la masse M égale 7 grammes et le temps de la chute égale 0,6358 secondes. Et on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Et on obtient la première courbe pour Y égale 2 mètres, qui donne K égale 0 kg par seconde, parce qu'elle ne traverse pas la ligne de 2 mètres. Maintenant, c'est le rôle de la grande baie en acier, ayant la masse M égale 17 grammes et le temps de la chute T égale 0,6358 secondes. Et on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Et la deuxième courbe pour Y égale 2 mètres s'affiche rapidement et elle donne K égale 0 kg par seconde, parce qu'elle ne traverse pas la ligne de Y égale 2 mètres. Et on revient à la balle de ping-pong, dont la masse M égale 7 grammes et le temps de la chute T égale 0,6496 secondes. Et on clique sur le bouton Tracer Y en fonction de K. Et pour la troisième courbe de Y égale 2 mètres, on obtient K différent de 0, parce que cette courbe traverse la ligne de Y égale 2 mètres. Pour localiser la valeur de K, il suffit de déterminer le point d'intersection entre la courbe et la ligne de Y égale 2 mètres. Puis, on fait la projection.
Dans ce cas, le coefficient de frottement égale 1,01 fois 10 à la puissance moins 3 kg par seconde. Voilà, la partie calcul et affichage des résultats est terminée et on passe à la rédaction de la conclusion. Et on laisse à chacun de vous d'écrire sa propre conclusion. On finit le compte rendu par écrire le nom de l'enseignant, la date de la réalisation de l'expérience, le nom de groupe et sous-groupe, et les noms des étudiants. La dernière étape, c'est l'impression du compte rendu au format PDF. Voilà, le compte rendu est imprimé en format PDF et vous pouvez l'imprimer sur le format que vous choisissez. C'est la fin de la présentation. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine pour étudier théoriquement et expérimentalement le pendu simple.